et bonsoir. Désolé, on a eu un mini couac de musique tout à l'heure, un petit couac de titre où j'avais mis la scène de pause, mais voilà. Bon, bonsoir, comment allez-vous mesdames, messieurs, et surtout comment vas-tu Atom User, Atom? Eh ben écoute, ça va très bien, je suis en train de peaufiner les derniers petits trucs. Bonjour tout le monde. Bonjour à toutes les personnes qui viennent d'arriver. Hop. C'est vrai que je vois que le chat est assez actif. C'est rare que ce soit aussi boosté. Je sais pas si il y avait de la dispo, si c'est un sujet d'entrain. Je pense qu'il y a moins que ce soit un sujet d'entrain. Mais non. Gonna be nice. Regarde, tu as les niveaux en termes de musique. Normalement, on n'est pas trop mal. Nos deux voix sont pas trop mal. On est good. Eh ben, mini présentation. Qui es-tu? Comment vas-tu? Ouais, à moins que tu veuilles que j'explique un peu comment on s'est rencontrés et que je donne le ton de la soirée. Tu peux expliquer, faire une petite introduction et si tu veux, je rebondis sur ma présentation. Ça me va, ça a peut-être du sens que je fasse une petite entrée. Alors, il y a quelques semaines de ça, je vous avais dit pas de stream parce que je suis à l'ESNA pour aller donner une semaine de cours, de formation en BTS SEO et ça s'était, ma foi, très bien passé, des gens ultra motivés, voilà, c'était là pour vraiment avancer et ça m'a fait plaisir. Mais parmi ces gens, j'ai découvert Atom qui était particulièrement déter. Du genre, on se discute et puis on continue à discuter. Et puis on ne s'arrête pas de discuter. Et puis on se rend compte qu'on a cramé 3 heures et je me rends compte qu'en fait c'est le tout début de attends non mais tu te rends pas compte, mon plan c'est ça. Et là, il a matrixé. On a parlé orga, on a parlé un petit peu biohacking parce que c'est l'un de tes, je vais pas dire chaud de bataille, mais un de tes sujets de prédilection, il me semble. Et aussi BSCP parce que tu avais pas mal de frustration à l'époque, malgré une roadmap le plus optimisée possible. Et donc, on a pas mal discuté et voilà. Voilà, en tout cas, de mon côté, ce qui a un petit peu allumé le... Vous allez voir, en vrai, je veux pas teaser, je veux pas donner tout en avance. Mais on parlait orga de travail, il montre ce qu'il fait. On parle, ok, comment tu organises ton temps. Il met une claque alors que je pense être déjà plutôt structuré comme gars. Ensuite, je lui dis, oui, mais d'accord, comment tu approches tel type de problème? Ah bah c'est très simple, regarde, ça fait déjà 2 mois que je suis dessus, et puis j'ai commencé... Bref, à chaque fois, ça allait crescendo, et je me suis dit, ok, non, c'est trop beau. Cet amour de l'optimisation, moi, je veux faire flex. Et en plus, ça va bénéficier la partie BSCP. Voilà, est-ce que tu as des choses à ajouter? Tout à fait, non, je trouve que tu as très bien résumé. Donc je vais me présenter, je m'appelle effectivement Atom, je suis donc étudiant à l'ESNA. Je viens d'ailleurs de commencer le Bug Bounty, donc s'il y en a qui commencent aussi, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. J'adore les events cyber, donc on risque de se recroiser. Je vais Unlock Your Brain bientôt. À côté de la cyber, j'ai donc différents hobbies, que ce soit donc la batterie, le surf skate, le hockey, mais j'en ai un particulièrement, ça fait près de 3 ans que je pratique le biohacking. Non pas biohacking dans le terme cyber, parce que je viens de découvrir il y a une semaine que ça existait aussi, mais bien le vrai biohacking. C'est donc, pour ceux qui ne connaissent pas, l'art de transformer son corps et son esprit en une machine optimisée pour le bien-être et la performance. Je viens notamment d'avoir la BSCP, la fameuse certification de Bird Suite, enfin de Portfigure, pardon. Et j'ai donc fait un petit article, un petit blog, et je vous partage ça normalement dans le début de ce live. Yes. Est-ce que t'es un peu stressé? Oui. Relativement. Léger. Allez, t'inquiète pas, ça le fait à tout le monde, moi y compris. À chaque fois, ça fait toujours un petit truc de se redire, allez, let's go, on part, ça va être enregistré, tout ça, mais on va prendre ça comme une discussion entre potes. Je sais que je l'ai déjà dit, je te répéterai peut-être à des moments. Ouais. Voilà, c'est une discussion entre copains. J'en profite bien sûr, bonjour et merci à tous les habitués, les réguliers et bienvenue aux nouveaux. On va parler de hacking, on va parler d'optimisation, on va parler de comment snowball une formation, quitte à se mettre un gros coup de pied au cul pour avancer. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Je te laisse me partager ton écran. Tu veux me parler un petit peu... Comment on agence ça? Est-ce qu'on parle un petit peu de la BSCP? Est-ce que on parle plutôt biohacking en premier? Je verrai le truc, alors je viens de partager mon écran si tu veux le partager. Ça peut être déjà intéressant parce que sur le live, tout le monde ne connaît pas la BSCP. Et qu'est-ce que la BSCP? Je viens de partager ton écran. Je me suis permis vu que c'était un écran safe. Ouais. Vas-y, y a pas de souci. T'inquiète pas. Je peux zoomer un peu parce que si je dis pas de bêtises, il y a des gens qui regardent aussi sur... Encore? Ah, mais fais pas genre, t'es un habitué, tu sais que je répète ça à chaque fois. C'est parfait. Comme ça, c'est parfait. Tout à fait. Déjà, je peux peut-être introduire qu'est-ce que la BSCP. Ça se BSCP, non. Tout
Tout à fait. Pour juste ici, Burp Suite Certified Practitioner, c'est donc la certification officielle délivrée par Portuger, qui crée donc le logiciel Burp Suite, bien connu. Plus concrètement, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que l'examen? L'examen est décomposé donc en 4 heures avec 2 applications qui contiennent à chaque fois 3 vulnérabilités avec différents steps. Le premier step de chaque application, c'est avoir tout d'abord accès à un user. Le deuxième, c'est faire une privesc, donc réussir à arriver administrateur. Et le troisième, c'est donc d'avoir une RCE avec du file reading pour réussir à read le fichier secret, tout simplement. Donc quelque chose d'assez structuré, on a à chaque fois un petit lab, on a là on a parlé de la partie orga exam, mais est-ce que ça donne une roadmap? Est-ce que c'est du contenu en plus? Est-ce que c'est des outils qu'on te propose, qu'on te guide à découvrir? Ou est-ce que c'est juste tu vas te manger à telle sauce à la fin et ensuite voilà, c'est tout? Yes, tout à fait. Comment il le structure? Tu parles de moi ou de Portswigger? Déjà Portswigger, parce que toi on va voir ton approche après je pense, mais déjà quand on parle de l'ABSCP, c'est la formation certes, mais est-ce que tu penses aborder le parti prix? Est-ce qu'on peut le faire en candidat libre? Oui, tout à fait. Si tu me réponds je sais pas, c'est totalement ok. Hein. Non, bien sûr. Ouais. Alors, donc par rapport à la BSCP, effectivement, j'ai pas abordé le prix de la BSCP, il est très peu cher, il est autour de 90 €. Et donc, le seul prérequis pour pouvoir la passer, il faut normalement avoir Burp Suite Pro. Alors, apparemment, Mifacid avait réussi avec la version DC, à réussir à la passer et à avoir l'assertif, donc sans payer les 400 € de licence. Technique un peu rare, mais ça fonctionne très bien. Et au-delà de ça, au niveau des prérequis pour la préparation, en fait, Portswigger a toute une académie qui répertorie énormément de labs, énormément de vulnérabilités. Donc c'est la plateforme pour s'entraîner, pour ensuite passer la BSCP. Je suis en train de regarder. Je sais pas si Méniche il l'avait. T'étais sûr qu'il l'avait pas Il l'explique dans son blog. Do I need Burp Suite pour avoir ça? As long as you have access to a valid active Burp Suite professional license all the time. Ouais, c'est tant qu'on a une licence active, même si elle n'a pas été achetée pour ça. Donc ça veut dire qu'il avait déjà sa licence en termes de pro. De toute façon, ce serait assez suicidaire que d'aller tenter la BSCP avec un burp craqué. Oui. Ouais, carrément. Non, pas ça. Pas craqué. Je peux parler d'un free trial. Enfin, en fait, tu peux avoir Burp Suite Pro pendant une semaine gratuitement. Et donc, tu as une licence qui est valide. Je parlais de ça. Possible. Donc, j'avais vu des posts Twitter, j'avais creusé un peu le sujet. Il y a des posts Twitter où ils disaient non, faites pas ça, on vous validera pas. Et il y a des personnes qui ont testé et ça a marché. Donc, bon, de toute façon, s'il l'a mis sur son blog, c'est que c'est du connu. Ouais, tout à fait. Alright. La technique de rat. C'est pas comme si on avait quelqu'un dans le chat qui avait donné une petite run/conférence sur toutes les techniques de rat. Coucou Ryan. On apprécie, il avait fait une petite. Il avait fait une vraie talk, une demi-heure, je sais plus, un quart d'heure, une demi-heure sur tous les tips sur comment te mettre bien en tant qu'étudiant, en tant que rat étudiant, pour avoir les logiciels, du free tier cloud à balle, des goodies, des stages, des trucs comme ça. Vraiment, c'était rigolo. C'était vraiment insoupçonné comme conf. Et utile. Bien sûr. Et utile. Il y a une question de Nianzac, enfin, pas tout à fait une question, mais l'obligation, en fait, du coup, pour redire, tu viens de dire, je vois pas en quoi cette obligation d'avoir Burp, évidemment, on peut faire avec Kaido ou Zap, mais à la fin, pour valider l'examen, il demande le projet Burp pour avoir toutes les logs, etc. Tu l'exportes, tu le convertis en animal. J'aime bien. Ouais, possible. Après, c'est très tricky. Après, ça doit marcher, mais comme dit Dry, c'est vrai que c'est Burp Suite Certified Practitioner. C'est pour montrer que tu sais maîtriser certes le web, mais aussi l'outil, donc ce serait assez joueur. Ouais, c'est joueur. Mais tout à fait, c'est délicat. Carrément. Ok, donc, nous avons des labs, de plein de topics, des spécifiques. Bon, là, je lis un peu que ton écran, mais... Tout à fait. N'hésite pas à trop te focus sur le chat. S'il y a des questions, des choses qui sont on point, je te les dirai. Si tu fais le backlog en permanence, il y a moyen que ce soit galère de switcher de l'un à l'autre. Effectivement, no problème. Je peux peut-être parler
peut-être d'une des spécialités de mon article qui sont par rapport au roadmap que j'ai utilisé durant la BSCP. Carrément. Roadmap que tu utilises ou que tu fais? Que je fais et que j'utilise aussi actuellement. Tu vas voir, je vais développer. Alors, bon, vous savez déjà lire, mais vous connaissez sûrement les fameuses roadmaps pour Pentest de l'Active Directory qui sont immenses, qui ont donc été créées par Orange. Il y a une petite preview sur l'écran. Eux, ils l'ont vraiment poussé au niveau max. J'ai trouvé ça hyper cool. Je me suis dit, et si pour chaque vulnérabilité qu'on pouvait trouver en web, on ne pourrait pas avoir un pattern d'exploitation comme ça. Et donc à partir de ça, j'ai été un peu plus loin en créant des roadmaps pour chaque vulnérabilité. Est-ce que tu peux enlever le share de mon écran? Je peux passer sur Obsidian histoire de vous montrer. Bouge pas, je fais ça. Hop, je me repasse en facecam. Good. Yes. Hop. Si je peux partager un écran comme ça, on switch pas à chaque fois, c'est pas mal. Si t'as rien de trop sensible, sinon c'est ok. Yes, parce que j'avais un petit truc un peu plus sensible. Hop. Let's go, tu peux. Ah non, c'est moi qu'il faut que je share. Ouais. Attends, bouge pas. J'aime bien ce que dit Ryan sur le côté, c'est malsain de forcer à avoir Burp Pro. C'est très vrai, genre une certification, si elle devient un standard et qu'elle contraint à avoir un outil pour la passer, c'est malsain de fou. Après là, c'est la certification Burp Suite, donc pour montrer qu'on maîtrise le web et Burp Suite, donc ça se tient. Mais par contre, si cette certif devient un standard, on a un peu tout perdu, on devient encore plus captif. C'est le jeu. Je revois ton écran? Bien sûr, oui, tu peux envoyer. Allez. Tu peux envoyer. Petite particularité qu'on retrouve dans cette certification, c'est qu'elle est basée sur 23 vulnérabilités. Et donc, moi, j'ai décidé de créer une roadmap d'exploitation pour ces 23 afin de pouvoir tout le temps nous souvenir et surtout gagner en rapidité. Parce que 4 heures pour exploiter 6 vulnérabilités, c'est très tendax. Ça veut dire qu'il faut 40 minutes pour trouver la vulne, l'exploiter et enchaîner tout le temps comme ça. C'est très compliqué, donc il faut réussir à être rapide. Vous avez devant vous un exemple de la roadmap SSTI? Ouais, dis-moi. Ouais, on en connaît plusieurs, des gens sacrément bons. Donc moi, j'y vais honnête, j'ai 0 certif. On en connaît beaucoup des gens qui sont très compétents et qui ont retoqué une fois ou deux la BSCP parce que juste c'était vraiment rush en temps. Et il me semble qu'elle était vraiment compliquée au début, il y avait assez peu d'infos. Maintenant, il y a plus d'informations, donc les gens peuvent optimiser et overfit un peu leur entraînement pour cette certif. Mais le timing... OSCP, ça va, il y a du temps, moi j'aime pas l'AD, donc pareil, je me le condamne un peu maintenant, mais il y a quand même du temps pour faire toutes les machines demandées. Là, c'est rush. Vous avez 4 failles ou 5 failles? 6. 2 vulnes par machine? 3 vulnes par lab. 3 vulnes par lab et 2 labs. Non, le tien. Ouais, enfin, ouais, c'est ça. Ouais. Tout à fait. Yep. Tout à fait, donc ça en fait 6 au total, c'est assez tendax. Donc comme je vous l'ai dit, il faut être hyper rapide. Vous avez un exemple de comment exploiter une SSTI. J'utilise donc Excalibro pour faire les mind maps, un choix assez personnel parce que c'est pour moi le meilleur tool pour réussir à aligner entre beauté et en même temps pratique. Au niveau des roadmaps, c'est hyper important d'avoir des mini checkpoints mentales que vous pouvez retrouver à plusieurs endroits de ma roadmap pour justement associer ces steps à une image pour avoir une meilleure rétention d'informations. Elles sont composées de 3 parties. Ces roadmaps, à chaque fois, je réutilise le même pattern. On a une phase de recon en bleu et une phase d'exploitation en rouge. Tout ce que vous voyez en vert, c'est tout ce qui peut vous servir à exploiter la vulnérabilité, telle une cheat sheet SSTI ou encore des ressources qui, personnellement, m'ont aidé à l'exploiter. J'en partage donc dans mon blog. J'en partage plusieurs. Le problème, c'est qu'il n'y a pas mes notes. Ce que vous pouvez voir juste ici sur chaque côté, chaque branche, en fait, c'est une redirection vers un lab portfolio que j'ai donc fait. Évidemment. Un petit coup de zoom sur l'une des cartes de lab. Ouais, il y a sûrement des fautes en anglais. C'est quasiment sûr. C'est pas grave. C'est mes notes. De toute façon, t'as fait ça initialement de toi pour toi. Ça n'avait pas vocation à être open sourcé. Peut-être que ça le sera un jour, je sais pas si tu as déjà pris ta décision là-dessus. Mais. C'est compliqué parce que justement, mes notes, je les comprends moi, mais je pense que les autres personnes les comprendraient pas.
Donc, Ça se tient. chaque lab que j'ai effectué sur Portfigure a une note et se retrouve évidemment dans mon Obsidian. C'est hyper important parce que je fais des reviews de temps en temps pour pas oublier comment est-ce que j'ai exploité telle vulnérabilité. Attends, bouge pas, je fais le pattern et comme ça je reviens sur la fameuse note. Pour un exemple plus concret, on peut imaginer, voilà, vous avez découvert qu'il y a une SSTI, pardon. Comment est-ce que vous l'avez découvert? Vous avez trouvé un input qui était reflect, vous avez vu que les fameux payloads qu'on utilise pour exploiter de la SSTI, ils passent, ok, nickel. Tu lances ta roadmap, tu vois que ça correspond, tu suis le pattern. Tu te rends compte que en fonction des réponses, en fonction de ce que tu trouves, tu réussis à trouver le template engine. Et après, ça redirige donc vers mes notes, vers un des labs que j'ai pu effectuer. Alors effectivement, sur de l'exploitation SSTI beaucoup plus complexe, il manque énormément de choses. Mais sur les labs Portfigure que j'ai fait, ça va pas plus loin que ça au niveau SSTI. Est-ce que tu te souviens de ce que je t'ai dit quand on a commencé à discuter de ce système de prise de notes? Redis-moi. Ah non, justement, est-ce que tu te souviens de ce que je t'ai dit? On s'est dit beaucoup de choses. On s'est dit beaucoup de choses. Où je t'ai dit, ouais, non, c'est bien l'idée, enfin, de ma compréhension de ton fonctionnement. Là, tu notais tout pour que, arrivé le jour de l'examen, tu puisses garder tes notes, lire, dérouler, dire, j'en suis là, tel point, je vais aller clac, deux maillons plus loin avec telle manière. Si ça marche, tant mieux, sinon, tant pis. Et une fois que tu as épuisé tous les points, eh ben, c'est qu'a priori, c'est pas une SSTI suivant. Oui, ça, c'est la compréhension que j'en avais. Et du coup, en partant de ça, la note que je t'avais dit, c'était? Oula, attends, tu me poses une colle là. Non, t'inquiète. Globalement, ce système de prise de notes est super cool, mais faut faire gaffe de pas tomber dans le travers de se dire, bon, bah voilà, j'ai une SSTI, je pensais, j'ai testé mes 8 branches de ma mind map, et bah, manque de bol, c'était un truc un peu exotique ou qui est pas passé pour un cas particulier pour un WAF, et du coup, derrière, on se dit, non, j'ai testé, c'est pas une SSTI. Et du coup, on peut passer 4 jours à creuser les autres failles en ayant écarté cette piste, alors qu'en fait, à un petit détail près, ça aurait pu, ou à juste le moteur de templating en remplaçant les braces par des chevrons, c'est possible. Et ben, gros faux négatif, on est un peu perdu. Donc c'est super cool d'avoir ça. Essayez quand même de toujours garder un petit coin de chakra qui ouvre les yeux pour dire... ça, on sait jamais. On peut jamais dire c'est pas ça ou il y a pas une faille. Juste se dire a priori c'est pas ça, je priorise autre chose et j'avance sur le reste. Yes, tout à fait. Je vous montre après le process d'élimination que j'ai fait qui évite normalement de tomber dans the rabbit hole où donc on a des œillères comme ça et on pense que c'est qu'une seule ville et c'est ça qui fait en sorte que bah t'as pas le temps. C'est trop mignon ce que t'as dit. Le rabbit hole est devenu rabbit fall, c'est la chute du lapin. Ah, ok, j'ai pas assez prononcé. Peut-être c'est juste le micro, le son, le réseau, tout ça, mais c'était mignon. La chute du lapin parce qu'il est tombé dans son trou. Ouais, c'est ça. Bah, c'est réellement ça. En plus, après, si tu restes trop de temps, tu tombes. Donc, chacune de mes notes sont composées d'un template que je réutilise évidemment pour chaque note pour réussir à le lire de manière beaucoup plus facile avec le type de vulnérabilité qu'on retrouve qui est un petit peu plus détaillé. Tu vois, je précise le template engine que j'utilise, évidemment le goal, c'est hyper important, ma phase de recon, ma phase d'exploitation et le petit magic payload comme je l'appelle qui m'a évidemment servi à résoudre le lab. Je peux passer, voilà, c'est un exemple d'une petite roadmap. C'était la plus simple. Je peux passer directement à une roadmap un petit peu plus grande que j'ai aussi partagée. Hop, normalement, vous voyez correctement. J'adore quand tu fais le gros dézoomé où tu vois l'ensemble de la carte et d'un coup ça fait un petit zoom. Notre histoire commence ici. Tout à fait. Comme je l'explique dans mon article. Chef de projet. N'hésitez pas. Avec des beaux diagrammes de Gantt et tout. Attends, juste 2 secondes, je montre en même temps. Hop, t'inquiète pas, il n'y a rien de sensible. Celle-là, je l'ai aussi postée. C'est la roadmap XSS, donc elle est forcément publique. Tu vois que mon PC, là, il rame. Il a du mal à la charger. Il souffle un bon coup. Ok, là, ça va un peu mieux. Mais bien sûr, puisque les XSS, il y a plein de types. Et du coup, j'ai pu faire plein de labs, que ce soit Portfigure ou autre.
Parce qu'évidemment, ces roadmaps, je les utilise pas que pour la BSCP, mais pour tous les CTF que je fais, et bah, je fais une note et je la relie à la branche qui, euh, qui va avec, tout simplement. Ouais, elle a du mal à charger. Mais voilà, c'est une roadmap un peu plus grande, un peu plus touffue, Et qu'il y a des et qui permet punchlines. d'aller Il y a des punchlines dans plus le loin. chat, je me permets d'interrompre pour te le lire parce que vraiment ça me régale. Le gars il est Dis-moi, plus 2 dis-moi. en bac mais plus 9 en PMO sur Obsidian. Vous vous demandez sûrement comment je me suis retrouvé dans cette roadmap. J'adore, j'adore. Par contre, je savais pas, Excalibur est intégré à Obsidian? En fait, il y a un plugin, bah, le plugin le plus téléchargé sur Obsidian, c'est Excalibur. Ok, faut Et clairement que je c'est, regarde si j'ai l'alternative VS Code parce que je suis quand même attaché à VS Code. Mais, mais oui, je me fais trop chier à synchroniser des liens, faut que je fasse ça, c'est génial. bah ouais, bah là, Bah ouais. t'imagines, j'arrive à relier mes notes dans une roadmap, donc ça me permet encore de mieux les lire, de pouvoir tout modifier, ça Moi, c'est c'est pour top. des schémas d'infra, mais plutôt que de copier-coller un lien ou exporter un PNG qui va être versionné, vu qu'entre deux PNG, il n'y a pas de diff, c'est trop moche. Genre, ça a aucun sens, c'est trop bien. Surtout que c'est juste Yes, demander le render Excalibur, parce carrément. que c'est jamais qu'un fichier XML ou JSON, je sais pas comment ils stockent ça au final. Point Excalibur, ils ont leur propre extension. Ouais, mais tu peux aussi l'exporter, il y a des formats un peu... Ouais, SVG, PNG. Justement, j'ai fouillé un peu pour pouvoir partager le plus de choses sur mon blog et je me suis rendu compte que mes notes, bah, c'était galère. C'était pas possible en fait de les partager Attends, directement. Excalibur, enregistré enregistré sur le disque. Non, t'as raison, c'est des points Excalibur. Mais qu'est-ce que c'est un point Excalibur sous le chapeau finalement? C'est un... C'est un JSON, c'est un gros C'est un JSON. JSON, ouais. C'est un JSON. Est-ce que c'est un JSON valide? Parce qu'on les connaît, les gens qui font des JSON, mais en fait, c'est du JSON valide. Donc bien versionnable, tu peux bien savoir à quel moment t'as pété ta mind map, des choses comme ça. Grave cool. Mm, carrément. Donc, ensuite, je voulais repartir sur la roadmap que j'ai créée donc pour la BSCP, parce que c'est bien beau d'avoir des roadmaps pour chaque vulnérabilité, mais au moment où tu tombes sur l'examen, il faut que tu saches quoi faire quand, en fonction de quoi et en fonction de qu'est-ce que tu trouves. Hmm. J'ai créé un petit set. peu de zoom en plus. Là, c'est vraiment Ouais, petit. c'est pour éviter que vous voyez les fautes. C'est pour ça. Encore un poil plus. Genre Oula. un tout petit peu. Ouais, je Mais sais, là, ça vous va être voyez. frustrant. C'est le jeu. Là, c'est bien. Là, tu peux te mettre un petit tiers de moins à peine. Et ça marchera encore. Ouais, comme ça le fait. J'ai créé. En fait, je me suis rendu compte que la première fois, voilà, je l'ai pas eu. Je me suis dit, ok, je vais devoir la repasser une deuxième fois. J'ai fait les mêmes steps de préparation avant l'examen parce qu'évidemment, il faut que tout soit prêt, il faut que tous tes tools, toutes tes extensions soient prêtes. Parce que si tu as la moindre erreur, en 4 heures, si tu perds 20 minutes à régler une erreur sur un tools qui a merdé, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Donc j'ai fait un petit set de préparation que j'ai partagé dans mon blog, évidemment, qui vous explique, qui personnellement, moi, m'a été utile. Et petite liste, petite checklist de qu'est-ce que je dois faire avant de lancer l'examen. Petit truc un peu Il y a plein de trucs. Eat water, tu te dis, ah, c'est bien, manger, bouger, boire, Monster. Ah. Ouais. J'en ai absolument pas vu en plus, mais c'était en mode vas-y, prends un truc qui va te faire bouger. Et en plus, Kellyanne qui réagit, j'étais sûr. C'était sûr. C'était sûr. La monster dans la roadmap. Carrément. Ah oui. Truc qui est un peu chiant, c'est que la BSCP, on doit la passer sur Windows. En fait, le logiciel qui vous surveille pour le tout début de la BSCP n'est que sur Windows. Donc c'est trop chiant. Donc j'ai dû m'adapter, j'ai dû faire du Windows pendant un peu trop longtemps. On peut passer donc. C'est ça, je suis choqué, c'est vraiment leur outil de monitoring est dispo que sur Windows, donc même si t'es un Linux depuis, si t'es sur Linux depuis 10 ans, t'as pas le choix. Donc tu fais Windows plus VM, et si ton laptop il le supporte pas, t'es obligé d'acheter un laptop, enfin un autre PC pour faire ça. Ça me chagrine. Ouais, il y a beaucoup de gens qui ont râlé par rapport à ça. Ah ben, j'ai su ça 2 semaines avant de passer l'assertif, j'ai fait mais non, trop chiant. Surtout que c'est noté nulle part, il y a personne qui le précise vraiment. Il y a que quand tu lis les comment passer l'assertif dans la doc de Portsuger, et là tu fais putain, le logiciel n'est pas supporté par Linux. Ils font chier les développeurs. C'est le mec qui vient pour faire l'assertif. Excusez-moi, oui, non, mais alors, écoutez, en fait, j'ai mis votre logiciel dans Play on Wine, mais j'ai fait un screenshot avec un écran virtuel pour avoir un screen buffer et pouvoir le partager. Est-ce que c'est OK? Non. Tu saoules.
plus, non. Ok, vas-y, j'arrête de t'interrompre. Ouais. Non, mais t'inquiète pas, y a aucun souci. Euh, Comme je vous l'expliquais, c'est bien sympa d'avoir des roadmaps pour chaque exploitation, pour chaque vulnérabilité, mais c'est hyper important de savoir quoi faire au moment de l'assertif, au moment de cliquer sur le bouton Start. Boum, les 4 heures commencent. Moi, comment est-ce que je l'ai visualisé? C'est au moment où tu lances, au moment où tu launches les deux applications, tu starts direct en lançant un scan Burpsheet. Normalement, tu as Burpsheet Pro, donc évidemment, tu peux utiliser le magnifique scanner qui est vraiment pratique et qu'il faut utiliser parce que pour 4 heures, on peut pas tester tous les payloads à la main. C'est fait exprès en fait. Je mets un petit zoom d'ailleurs. Donc un fast scan sur les deux applications, un scan avec le tools de Niche Acid. Je sais pas comment on le prononce, mais c'est le Web Security Wizard. Academy. Ouais, c'est ça, c'est Wizard. Je sais pas. J'espère. Personnellement, j'ai pas trouvé de vulnérabilité avec ce tools, mais on sait jamais. Je me suis dit avec ça te demande une commande, ça prend 5 secondes, ça peut trouver, c'est toujours pratique. Bref, vous avez lancé les deux scans sur les deux nouvelles applications, vous regardez les résultats, vous choisissez une target et ensuite là, boum, vous balancez plein de scans beaucoup plus profonds. Vous balancez des scans sur les insert points, tout ce qui est reflect ou quoi que ce soit, vous essayez de balancer ça partout. J'ai mis un petit mot ici, faut pas trop spam non plus. J'avais essayé avec Bug Bounty. Le problème, c'est que Bug Bounty, il envoie genre 10 000 requêtes en à peine 2-3 minutes, même pas. Et le site, il assume pas. Donc, il faut faire assez attention. Il faut utiliser aussi l'extension de Portswigger, donc le DOM Invader, ce qu'on peut retrouver du Prototype Pollution ou encore des XSS, ça peut être sympa pour les trous. Je suis surpris, c'est le site qui assume pas ou c'est eux qui ont volontairement mis du fail to ban ou du throttling histoire d'éviter que les gens mettent un point slash qui fasse tout et qu'il y ait quand même un peu de cerveau derrière? Alors, je pense, quand on voit plein de requêtes et qu'un site commence un peu à laguer, à charger plus longtemps, etc., je pense que c'est l'infra qui a derrière une limite et donc ils n'assument pas. Mais c'est normal, enfin, ça me paraît normal aussi. Ouais, je sais pas, ça pourrait être simulé, mais en effet, il y a plus de chances que juste ils aient mis un petit site pour tout le monde et si t'as down ton truc, t'as down ton truc. Bah, j'avais regardé mon projet Burp à la fin à mon dernier essai. Avant de l'envoyer, j'ai regardé le nombre de requêtes que j'ai fait. Et là, j'ai fait 24 000. 24 000 en si peu. 2h40. Ouais, c'est si peu. Si, parce que toi, tu utilises énormément de tools. Ça dépend. Moi, s'il y a un site qui... Alors moi, déjà, je fais beaucoup de local. J'aime bien faire de la recherche, des labs, du code source. Donc, j'ai mon petit Docker Compose, je le pilonne. Et si, quand je le pilonne, il n'arrive pas à tenir assez, je le parallélise pour le pilonner plus parce que j'aime bien faire beaucoup d'exploration et de fuzzing. Mais si c'est une prod, je vais commencer tranquillement en 2 threads parce qu'il y a des RFC qui disent qu'un serveur, des RFC d'il y a très longtemps, qui disent qu'un serveur doit avoir un pull thread d'au moins 2, voire même plus tard, il me semble que ça a été ajusté en minimum 10 ou minimum 20, mais là pour le coup je l'affirmerai pas. Et du coup là tu peux voir un petit peu ce que ça supporte, et par contre si tu vois vraiment que c'est béton en face, ça me choque pas de balancer un 50 thread, mais pas comme j'ai pu le faire en début de carrière, d'entrée de jeu. Et du coup 50 threads, si tu mets une grosse wordlist, tu mets une wordlist, 2-3 modifications. Déjà, tu fais un bypass URL parseur sur, toto/tata/titi, genre 3-4 niveaux d'indentation. D'office, il va t'en faire 2500. Donc, si tu lances ça sur différentes URL con 403, d'office, t'es à 40 000. T'es à 40 000 alors que t'as à peine fait des checks de reverse proxy, 0 paramètres, 0 pass, 0 fuzzing. Donc, ouais, non, je pense que... Mais justement, c'est bien, ça montre que tu peux être précis et choper les trucs qui t'intéressent. Après, là, tu sais qu'il y a les failles, c'est pas de la recon pure. Et puis, il n'y a pas beaucoup de features. Ils font exprès, souvent, tu tournes autour de 3-4 features. Et donc, tu peux balancer et il n'y a pas 20 millions de possibilités. Et d'ailleurs, je t'avais dit, je crois, mais j'ai utilisé bypass URL parser parce que je pensais qu'il y avait un pass traversal ou une couille comme ça qui traînait. Et du coup, je l'avais lancé pendant l'examen. Oui, vu qu'évidemment, pas avec, parce que je me suis rendu compte que finalement, c'était l'OS Common Injection. D'ailleurs, évidemment, petit tips, mais vous pouvez utiliser autre chose que Burp Suite. Hein. Tout ce qui est SQL Map, ça c'est évidemment conseillé pour si vous tombez sur les SQL. C'est pas comme l'OSCP où t'as pas le droit justement aux cartouches magiques.
Ah non, même eux, ils te le conseillent, que ce soit dans les labs de Portfigure, tu as des petits hints et ils te disent n'hésitez pas à utiliser SQL Map. Donc, faut pas s'en priver. Surtout, ça m'a beaucoup sauvé. C'est vraiment pratique parce que à chaque fois, les SQLI que tu trouves dans les examens, dans l'examen, en fait, c'est essentiellement des blinds ou des trucs un peu plus chiants à exploiter. Mhm. On a 2 word lists, ça faut pas les oublier. 2 petites word lists données par Portfigure. Donc ça sert à rien de brute force avec autre chose. Alors, si on vient à la roadmap, bref, voilà, vous avez balancé tous vos scans, vous avez pas mal de résultats, vous savez pas trop par où passer, vous voyez pas trop de vulnérabilité. Ok, on passe à mon petit process d'élimination. Hop, je sais pas trop comment faire pour que les gens voient bien. Est-ce que Vas-y, je comme te ça, vous voyez bien? dirais, pour la big picture, c'est OK. Pour connaître le contenu de la liste, il faudra zoomer. Ouais, on va déjà check en 2 spies la liste. C'est donc la liste des 23 vulnérabilités qu'on peut retrouver pendant l'examen. Vous pouvez évidemment voir que au niveau de chaque stage, donc le stage 1 c'est pour avoir le user, on n'a pas les 23. Évidemment pour avoir un user, tu vas pas faire de l'OS Common Injection. Bah, tu peux, mais du coup, tu as beaucoup plus qu'un user, donc... Oui, encore c'est ça. qu'il y a... Bon, bien sûr, ce sera pas le cas dans un lab Bursuite, tranquillou, exam, mais il y a déjà des cas, et on en rigolait avec BitK il y a quelques temps, sur des fois, tu vas avoir une injection SQL, mais la seule chose critique que tu vas avoir à en faire, c'est une XSS. Ou des fois, tu vas avoir une RCE, mais le seul truc utile que tu pourras faire, c'est une XSS, parce que c'est dans des contextes tellement privilégiés qu'elle ne sert pas à grand-chose en soi, mais le fait de pouvoir reflect quelque chose fait que tu vas choper le compte user qui, lui, a d'autres features qui peuvent t'intéresser pour du vol de compte, des choses comme ça. C'est rare, mais le XSS to RCE, enfin le RCE to XSS, des fois a du sens, et c'est rigolo. Ah putain, s'ils Ouais. avaient mis ça, Ouais, non, ce serait ça aurait rude. été tellement galère. Donc, ce process, il vous sert à quoi? Il vous sert à éliminer au fur et à mesure les vulnérabilités, ou alors à vous noter, hop, je vais reprendre la petite main, lesquelles vous avez testé. Exemple concret de comment est-ce qu'on peut utiliser ça. Ok, vous avez balancé le scan, vous êtes sur l'application numéro 1, vous avez absolument aucune idée. Vous checkez, vous voyez qu'il n'y a pas de JWT token. Il ne peut pas y avoir donc évidemment de JWT attaque. Vous vous rendez compte que l'authentification c'est de la simple authente. Vous vous rendez compte qu'il n'y a pas les headers de cache poisoning, donc ça peut pas, il n'y a rien qui reflect, ça peut pas être de cache poisoning. Donc vous faites comme ça en fait, par élimination au fur et à mesure. C'est un bingo, j'adore. Tout à fait, mais exactement, et ça m'a tellement aidé, même que ce soit pour les Mystery Labs qui servent d'entraînement. Ensuite, vous pouvez mettre par exemple une petite épée pour si vous avez testé une fois l'access control. Petit tips que donc la Lucas m'avait donné au moment de repasser l'examen, c'était ok, tu l'as testé une fois, mais c'est pas assez. Donc go la retester une deuxième fois en mettant par exemple une deuxième épée. Ok, là tu sais que cette vulne, tu l'as testé 2 fois. Donc t'as quand même moins de chances de tomber dessus. L'idée c'était pas tant de tester, retester, mais plutôt, ok, je l'ai couvert, a priori j'ai passé du temps dessus, c'est pas ça, mais entre différencier une que t'as testée pendant 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, ou une où t'as testé 5 minutes et tu te dis j'ai fait un tout petit peu, et est-ce que ça vaut pas le coup de repasser dessus plus tard? Ouais, juste avoir quelque chose de différenciant. Ouais. Entre a priori c'est pas ça, ou c'est sûr c'est pas ça parce que c'est pas la bonne techno. Bien sûr, faut surtout pas hésiter à prendre vraiment du recul sur l'exploitation. Comme je vous l'ai dit, il y a très peu de features et on tombe très facilement dans the rabbit hole. Yes. Là c'est bon, j'ai pas fait d'erreur. Donc ça m'est arrivé, à chaque fois je faisais une petite pause de 5 minutes en plein milieu et j'allais marcher, je remettais tout en place dans ma tête pour que ce soit moins brouillon et je prenais évidemment des notes. Pas pendant le lab? Enfin, pas pendant l'assertif. T'as fait des pauses de 5 minutes pendant t'assertif? Un peu moins, mais oui, j'en ai fait une. Ok. Un peu moins, mais en fait, ça m'a vraiment sauvé la vie parce que le fait juste de prendre un peu de recul, de te dire, ok, j'ai testé ça, tu reprends tout, mais t'arrêtes de tester comme un bourrin plein de choses. Ouais. Tu reprends tout et tu te reposes et là, ça te permet en fait de te refocus et d'avoir une vision beaucoup plus réaliste sur les vulnérabilités dans lesquelles tu pourrais tomber.
Voilà, donc le petit tools, évidemment, il est sur mon blog, je l'ai partagé sur un petit GitHub, vous pouvez le télécharger. Il sert pour les deux applications. Je vais vous montrer un autre exemple qui est hyper important. Ah, j'avais bien quand même le petit passage que tu avais mis sur le step 1 vers step 2. Genre le fait de savoir que si ton step 1 c'était ça et que tu avais déjà eu tel type de faille sur la box 2, alors pour pas ça duplicate. Tu spoil, Excuse-moi, je pensais que c'était le même. Désolé. J'allais exactement en parler. Il y a un truc qu'il faut pas négliger. C'est que dans l'assertif, vous avez un seul active user par application. Ce qui veut dire que si par pur hasard, pour le stage 1, donc si vous arrivez à choper un user en faisant du clickjacking, bref, vous voyez, vous envoyez le payload, ça passe, vous récupérez le compte, ok. Ça veut dire que vous avez utilisé cet active user. Donc, pour les prochains stages, il ne pourra pas y en avoir. Ce qui vous élimine par défaut les autres possibilités. Vous ne pouvez pas faire de request smuggling parce que vous pouvez l'envoyer à personne. Il n'y a plus d'active user. Webcache poisoning, c'est pour l'envoyer à qui? S'il n'y a personne, il n'y a personne sur l'application. C'est la même chose pour donc les JWT tokens et vas-y, je te laisse. Ouais, non, juste bien garder en tête que c'est un outil ultra cool pour l'assertif. Dans la vraie vie, oui. Faut tout trouver. C'est un pentest, on vous paye, faut faire propre, le plus exhaustif possible, même si on l'aura jamais. Mais là, le fit pour cet examen est incroyable. Bien sûr, c'est sûr que c'est assez spécifique à l'assertif, mais oui. En pentest ou dans la réalité, ça change quand même un peu. Donc voilà, faut pas oublier qu'il y a un active user. Évidemment, je repasse, mais truc hyper intéressant, c'est que quand vous avez eu le premier step, le premier user, vous avez normalement des nouvelles fonctionnalités. Vous n'avez pas encore accès à l'admin panel, mais vous avez normalement des nouvelles fonctionnalités auxquelles vous n'aviez pas eu accès avant, et donc qu'il faut tester. Ça fait 2-3 au max nouvelles features. Il faut essayer de les focus, les bourriner, jusqu'à trouver. Même process qu'on réutilise, on accède au user, hop, on check les nouvelles features, on refait un coup de scan, on refait le même process par élimination, boum, on chope la vulnérabilité, on arrive à administrateur. Petit truc que j'ai pas dit dans mes roadmaps, j'utilise énormément de petites images. C'est hyper important, ça vous permet d'avoir des petits checkpoints dans vos têtes afin de savoir où était stockée l'information. C'est pour ça que j'utilise les roadmaps, parce que c'est votre cerveau et par défaut, il assimile beaucoup mieux tout ce qui est image et autres. Donc, petite pensée à Bloodhound. T'as déjà utilisé Bloodhound? Si, pour de l'AD? Ouais. Ouais, j'ai déjà vu, je l'ai jamais utilisé, mais j'ai déjà vu. Leur petite phrase, c'est tant que les défenseurs penseront en liste et que les attaquants penseront en graphe, alors nous aurons gagné. Quasiment comme ça. Et du coup, pareil là, si on a mettre en forme l'information pour l'utiliser comme il faut et pour avancer de manière efficace, il faut. Je vois trop de gens qui essayent de lire plein de lignes de log, et alors que tu peux mettre juste un tail-f pipe grep ou un équivalent, même graphique, ce qu'on veut, il faut pas essayer de juste tout faire avec les yeux. Il faut se mettre des trucs visuels, il faut se mettre des trucs qui marquent, faut structurer. Ouais. Donc que ce soit une image, que ce soit une roadmap, que ce soit des automatismes. Tout à fait. Votre cerveau l'assimilera beaucoup mieux et donc vous apprendrez beaucoup plus de choses. Pour ça que j'ai mis, c'est les petits ranks d'Overwatch d'ailleurs, pour ceux qui y jouent. J'ai utilisé les 3 ranks. Je trouvais ça stylé, c'est un petit principe de gamification. J'en ai pas parlé dans mon blog, mais j'ai utilisé la gamification pour atteindre la BSCP. Ensuite, on arrive à Administrator. Un truc hyper important, c'est de lire la magnifique phrase qu'ils nous disent, c'est qu'il faut utiliser le panel admin pour réussir à lire le content. Donc ce qui veut dire que tout ce qui est ailleurs du panel admin, ça sert à rien. Il faut se focus sur les nouvelles features et potentiellement les tokens que vous pouvez avoir en plus ou 2-3 petites choses comme ça. Petite question de Hadza. Ouais. Qui aimerait juste revenir sur la notion de c'est quoi un active user? Est-ce qu'on parle d'un utilisateur standard, privilégié? Est-ce qu'il y a toujours le pré-haute, haute, puis autre chose? Est-ce qu'il y a toujours besoin de latéraliser ou il y a des labs qui n'ont pas du tout ce besoin-là? En gros, au niveau de l'active user, ils disent qu'il y a toujours Carlos, mais c'est pas forcément Carlos à focus. C'est pour ça que j'ai raté 2-3 fois d'ailleurs, parce que j'avais oublié à certains moments qu'il n'y avait pas que Carlos, il y a d'autres users qui sont dans
Ah oui, dans la La word list, liste. la fameuse. Tout à Ah fait. non, t'essayais de lire un fichier /Carlos quelque chose, et en fait, c'était juste pas Carlos. Non, même pas. Bah, par exemple, ok. pour l'authentification, ça, Ouais. ça m'a rendu fou, mais à mon dernier step, je devais faire de l'énumération, etc. Et je voyais Carlos, je savais qu'il existait, sauf que Carlos, il n'était pas vulné. C'était un autre utilisateur. Donc avec de l'énumération, tu vois ça, tu vois que c'est l'autre utilisateur qui est vulné. T'as quoi comme vuln pour un Et donc, utilisateur qui est. Enfin, t'as quoi comme type de faille pour qu'un utilisateur soit vuln et l'autre pas? Une misconfig avec des préconditions bizarres, une XSS avec des préconditions? je Ou sais juste pas un qui visite la page et l'autre pas? En fait, alors je peux pas trop spoil normalement. Ok. Je peux pas trop leak, mais c'est avec de l'authentification tout simplement. Ouais, Donc, je vais dire weak de password, l'access s'il y en control. a un qui a un mot de passe fort, un qui a un mot de passe faible. Tout là, à ça fait. qualifie. Un exemple tout con. Ouais, bien sûr. Normalement, les vulnes qu'on retrouve dans l'examen qui sont à propos de l'authentification, elles sont pas censées être très dures. Et non, il n'y a plus de winner Peter comme on retrouve dans tous les labs. J'aimerais bien la petite différence, vraiment, c'est le mec qui vient et qui se matrix sur le lab. En fait, oui, non, il y a un user qui est vuln et l'autre pas, parce qu'il y en a un, c'est un user agent Java, parce que c'est un client Java pour le bot, et l'autre, c'est un Chrome à jour, donc là, j'ai pu sortir ma 0 day, et il était bien vuln, finalement, cet utilisateur. Ah, Putain. le mec qui vient, il saccage le lab. Ce serait incroyable. Bah, je pense il y a forcément dû avoir, vu le nombre de personnes qui l'ont passé, il y a dû avoir des moments où ça a complètement foiré. D'ailleurs, durant mon dernier step, j'ai fait crash le lab. C'était du request smuggling. Je sais pas comment, j'ai fait crash leur lab et j'avais mon payload, tout fonctionnait. Sauf que quoi, bah il y avait plus d'active user. Donc le payload, je l'envoyais à personne. Pendant 30 minutes, j'ai galéré. Heureusement, j'ai pris de l'écart. Bah je suis allé marcher 5 minutes. Je suis parti sur l'autre application. Je suis revenu ensuite et j'ai fait pouf, l'active user est revenu. J'ai envoyé le payload, ça a marché. Ouais, des fois, attendre que ça ait fini de hang, ou que il y ait un truc qui est timeout, donc tu récupères le bot qui passait plus. Tu peux demander d'avoir un reset de lab, où ils font pas ça? Non. Sur le SCP, Non. tu peux, mais... Non, mais ça le fait forcément par défaut parce que t'as vu, je l'avais break pendant 30 minutes et même ça a pris 1 heure avant de le reset. Mais ça l'a reset. Donc c'est cool. C'est cool, petite angoisse quand même. Hein. Juste, Oui, je reviens- oui. T'as du DOM Invader, t'as du Wazar, t'as dit que t'avais testé Bypass sur Parser. Est-ce que globalement ça vaut le coup d'avoir des tools pendant la BSCP ou est-ce qu'il faut être plutôt full manuel, tester, analyser et regarder ce qu'on peut en faire? Ou... Je l'ai. Ouais. Vas-y, je l'ai dit un petit peu au début, c'est hyper important d'utiliser déjà le scanner de Burp. Si la BSCP est faite pour utiliser Burp et elle est faite pour utiliser leur scanner. Donc c'est hyper important de l'utiliser, surtout d'utiliser les insert points. Hop, juste ici. Ça vous permet vraiment de focus à un endroit précis. Qu'est-ce que vous voulez tester? Ça peut toujours être intéressant d'avoir du scanner à côté. Hein. Je pense pas, ça te permet toujours de trouver plus. Mais bon, faut pas, comme je l'ai dit, trop envoyer trop de requêtes d'un coup, sinon le lab il pète. Ouais, surtout le côté, le temps étant limité, quels sont les outils qui valent le coup d'être lancés? Parce que si on sait qu'il n'y a pas de bypass de reverse proxy ou de choses comme ça, BIP sert à rien. Si on sait qu'il n'y a pas trop d'énum parce qu'ils veulent pas que ce soit énum, mais plutôt tâtonner, bah ça sert pas à grand chose de sortir un FUF, des choses comme ça. Mais de toute façon, tu peux tout faire avec Burp, donc en soi, il peut y avoir de tout. Donc si un autre outil, vous êtes plus habitué qu'il le fait, j'imagine que ça vaut le coup quand même. Ouais, bah en fait, à part vraiment SQL Map, ouais. Normalement, t'as besoin de rien. Mais vraiment, SQL Map, il faut l'avoir. Tu tombes sur une SQLI, il faut l'avoir. Tu sais que tu peux l'exploiter normalement avec SQL Map. Ah oui, c'est vraiment feature, ils veulent pas que les gens perdent trop de temps à tous les SQLI, parce que moi à chaque fois je le lance par acquis de conscience, mais souvent je vais plutôt mes tests en manuel et le exploit en manuel et l'optimisation, compression pour liquider la DB, des choses comme ça. Et c'est plutôt par juste flemme que tu vois que t'as un entry point qui fonctionne facilement. Bon tu prends SQL Map, tu le mets dedans parce que t'as les petites list table, list DB, OS Shell, etc. Par flemme. En vue du temps qu'il y avait, quand j'ai détecté à chaque fois, j'en ai détecté plusieurs fois qu'il y avait une SQLI. Dès que j'ai vu qu'il y avait SQLI, je me suis pas posé de questions, j'ai balancé le scanner. C'était automatique, je sais que j'ai pas le temps, faut le lancer direct.
Et je pense que l'exploitation, elle aurait été bien, bien chiante et bien longue. Donc, tant mieux. Ok. Bah tant mieux si ça t'a sauvé. J'ai pas Ouais, eu une très bonne expérience avec SQL Map. Genre des fois ça m'a sauvé la mise en termes de... Je sais que j'ai un entry point, j'arrive et il y a un contexte trop bizarre et du coup je vais juste lui dumper la requête sur le file system, dire SQL Map part de cette requête, le point d'injection est là, tel type de DBMS et derrière il va tester tellement de combinaisons que oui il arrive à fixer des contextes auxquels j'aurais pas pensé. Genre quand le point d'injection c'est un parenthèse, parenthèse, crochet, braces, crochet, bon... Bon, oui, tu vas pas le trouver à la main à moins d'être sacrément bon ou d'avoir les erreurs ouais. verbeuses. Mais est-ce qu'il te sort ça dans la BSCP? J'espère pas. Pour les SQLI, vraiment, comme je vous l'ai dit, je me suis pas posé de questions, je lance direct le tools. Ouais. C'est vraiment, je pense, que c'est la meilleure option parce que t'as pas le temps de te dire, oh, bon, j'aimerais bien m'améliorer en SQLI, on va Oui, non, c'est regarder. pas le moment. C'est pas le moment. Ça, on Non, est bien d'accord. c'est pas du tout le moment. Il faut vraiment tracer. Certes. Donc, ensuite, même pattern qu'on retrouve à chaque fois, nouvelle feature, scan sur la nouvelle feature, process by elimination. On peut retrouver juste ici les stages, les vulnérabilités que l'on retrouve au stage 3. Il y en a un petit peu moins. Beaucoup de personnes trouvent le stage 3 plus compliqué. Moi, personnellement, j'ai jamais eu de mal, c'était surtout sur le stage 1, de juste choper le user, et une fois que c'est bon, ça part, à chaque fois, ça partait tout seul. J'ai eu plusieurs fois, c'est ça qui est dommage, quand tu passes l'examen de la BSCP, bah, tu sais pas pourquoi tu fails. Et donc, plusieurs fois, je suis resté sur l'user pendant 2 heures, 3 heures, alors que j'avais déjà réussi une application à côté. Il me manquait juste le user de la deuxième app, et je l'ai pas trouvé, quoi. Et le problème, c'est que je sais pas pourquoi est-ce que je l'ai pas trouvé. C'est ça qui est un peu chiant. La frustration. Et du coup, sur la partie exam, on te dit pas là où t'as... On te dit pas ce que t'as manqué, ce que tu as raté. Non, on te dit rien du tout. On te dit juste tu l'as pas eu, recommence. À bientôt. 90 balles. Bonne journée. Ouais, c'est ça. En vrai, ça va. Ils la mettent pas hyper cher. Ça coûte un peu, mais de toute façon, bon, c'est une certif. Hein. Question de Ryan qui va de pair avec cette première question. Elle se demande s'il y a des examens blancs qu'on peut passer. Il parle de la Mystery Box, mais est-ce que c'est plusieurs chains? Est-ce que c'est une seule vue? Est-ce qu'il y a des Mystery Lab, des Mystery Exam? Ouais, tout à fait. En fait, il y a 2 practice exams qui sont hyper intéressants à faire. Et comme je t'avais dit donc par message, je te conseille de faire les practice exams sur Windows. Comme ça, tu te fais la main, tu sais exactement ce qu'il faut faire et tu sais comment le faire, puisque Windows, que si tu changes du jour au lendemain, c'est un peu chiant. Ouais, il y a plein de trucs. Ouais, non, mais de toute façon, il faut pas faire ça. Il faut tester votre setup en avance pour pouvoir être surprise. Mm. Toujours. Et oui, il y a des mystery box. Ah bah, on peut en parler de mon petit process par rapport au mystery lab. Oui, j'utilise mystery box. Wow. Les mystery lab, c'est Zoom dans le écran. nom en fait. Ouais. Il Bah y a mode full screen pour Obsidian? oui, mais oui, attends, je suis con. Attends, bouge pas. Mais non. Ce serait Mais pas... oui, Wow. ça marche mieux comme ça. Et pour Excalibur, t'as un mode pour cacher tous les trucs, normalement. Mais je l'ai pas. Je sais pas si quelqu'un l'a. Toggle Try Mode, non? Non, je peux juste changer en fait où est-ce que ça Ah, s'affiche. Donc c'est un peu chiant. ouais, pas grave. Normalement, même le mode. Non, c'est ma librairie. Non, t'inquiète pas. Toi. Nope. Les Mystery Lab, qu'est-ce que c'est? Dans Portfigure, il y a cette fameuse option, elle est hyper pratique. Vous lancez un lab, vous savez pas sur lequel vous allez tomber. Normalement, vous pouvez choisir un des labs que vous avez déjà effectué. Vous choisissez, vous pouvez choisir quel topic. Comme je l'ai expliqué dans ma préparation, sur les 23 vulnérabilités, j'avais un process pour chaque vul. Attends, ça peut être sympa. Hop. De présenter mon propos avec, en même temps, le process en question. Hop. Alors, il n'est pas aussi beau que dans mon screen. Attends. Mais... On refait l'intro du stream. Bonjour Atom, alors comme ça, vous êtes graphiste, storyteller, vous faites des boards et des personnages pour créer des... Vous faites du jeu de rôle, c'est ça? Tout à fait. J'avais fait un process pour chaque vul où donc je faisais tous les labs qu'il y avait sur Portugal, à part ce expert. Je faisais un mystery lab du topic, histoire de vérifier mes connaissances, histoire de savoir bah, où est-ce que j'ai merdé, est-ce que j'arrive à l'exploiter tout seul sans aucune astuce. Et enfin, une roadmap d'exploitation.
pour chaque vulne. Donc j'avais fait un mini process qui listait avant ici, il y avait 23 vulnes, c'était gros. Et j'ai fini par décharger tout ça dans Fulldone. Et donc j'ai fait tous les topics. Alors, j'allais revenir par rapport au Mystery Lab. En fouillant, il n'y a aucune documentation sur Internet qui parle vraiment des Mystery Lab. Il y a un mec, justement, je me suis inspiré de son blog, qui montre un mini process qu'il a juste écrit et qui dit que si tu as telle feature, alors tu peux tomber sur telle vulnérabilité. J'ai poussé le truc un peu plus loin. J'ai créé toute une roadmap à partir de cette méthodologie. Donc, si vous lancez un Mystery Lab et que vous avez, par pur exemple, cette feature, filter catégorie, vous savez directement que c'est une SQLI. Bon, là c'est assez simple parce que c'est une feature qui est utilisée dans presque aucun lab. Ah, mais là, c'est clairement brain l'examen. Le jour où ils disent, en fait, on va mettre telle feature, mais on sait qu'il y a des gens qui savent que telle feature... Non, c'est pas un leak, hein, c'est pas pour l'examen, c'est pour juste les Mystery Lab. Ah ouais, ok. Ouais. C'est complètement autre chose. Non, Non, t'as raison. Je lis rien. Imaginons que monsieur, vous avez... bûcher. vous voyez qu'il y a par exemple la feature de l'exploit server, vous savez qu'il y a possiblement de la CSRF, du web cache poisoning et de l'authentification. Cette roadmap, elle sert si vous lancez des Mystery Labs sur tous les topics. Et donc vous savez pas du tout où chercher. Et ce qui est super dur, c'est que vous connaissez pas non plus votre objectif. Si vous avez des petites questions par rapport à cette roadmap, n'hésitez pas. Je l'ai partagé aussi dans mes notes, parce que je trouve que c'est un super outil. Vous pouvez aussi utiliser Waza comme outil pour les Mystery Labs, ça marche aussi très bien. Mais du coup, vous faites pas trop d'exploitation, et en une ligne de commande, vous avez presque fini la box, donc c'est pas forcément intéressant. Bon, après, l'idée, c'était, il voulait s'amuser à... ça date, hein. Il commençait à coder un peu plus en Python, il voulait commencer à faire un projet un peu plus propre, un peu plus travaillé. Plus faire un système pour, idéalement, l'utiliser pour l'examen. Mais au final, il s'est rendu compte qu'il faisait des examens un peu trop différents des labs, justement, pour pas qu'on puisse auto-détect et faire un auto-solve d'examen. Légitime, finalement. Et du coup, c'est resté. Donc ça lui, là... T'as une roadmap qui overfit l'examen, il a un tool qui overfit les labs. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je pense que je l'ai pas assez utilisé, mais je pense qu'il y a peut-être moyen de trouver des vulnes de l'examen en utilisant ce tool. Je suis persuadé. En vrai, il marche tellement bien pour les Mystery Labs que j'en suis un petit peu persuadé. Il y a un commentaire de Ryan qui dit « Je trouve ça dommage de faire cet exercice car autant se préparer à faire un truc en mode full blind comme pour se mettre dans le mindset de l'examen. » Ce qu'il vient de dire sur le côté, là, on overfit sur les Mystery Labs et l'outil qui automatise les Mystery Labs, ça se tient en effet le faire pour l'examen. Et ça montre pas que tu sais le faire, ça montre que tu as su le faire et que tu as su l'automatiser. Ce qui est bien aussi, mais c'est pas ce qui est demandé. Après, bon, faut aussi garder les pieds sur terre. Les boîtes, enfin, nous, on veut manger, on veut un salaire, on veut se faire kiffer au taf. Les boîtes, elles veulent qu'on ait des certifs, un CV et un compte LinkedIn. Bon, s'il faut overfit une formation pour pouvoir se mettre bien derrière et qu'on sait que de toute façon qu'on est passionné et qu'on va avancer sur d'autres sujets, est-ce que c'est mal d'overfit une formation? Ça me choque pas, honnêtement. C'est une manière optimisée de le faire. Quoi. Avoir plus de temps pour faire d'autres choses à côté. Après là, pour les Mystery Labs, les Mystery Labs, c'est pas du tout l'examen. Du coup, on retrouve pas du tout. Ah oui, peut-être que je l'ai mal expliqué, mais c'est pas les features que tu retrouves dans l'examen. Tu retrouveras jamais tu as de live chat dans l'examen. C'est vraiment propre au lab Portswigger. Qui sont dans les 270 labs à disposition. On peut la compléter, hein. Il manque évidemment plein de possibilités. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé dans mon blog, mais elle n'est pas du tout à la pointe. Et comme dit Nubo, ouais, c'est pas... Oui, en effet, tu réfléchis moins pendant le lab parce que tu as préparé en amont, mais tu as tellement réfléchi pour préparer que c'est... Ouais. Les roadmaps, c'est hyper intéressant à faire. Je peux peut-être vous montrer le request smuggling. C'est un truc très tricky, très chiant à exploiter. Du moins, je trouve. Et le fait d'avoir créé une roadmap, ça m'a vraiment permis de beaucoup mieux le comprendre. Alors là, le PC, il a un peu de mal à tout assumer, mais c'est surtout à chaque fois que tu veux exploiter du HTTP et request smuggling, il faut te mettre un petit setup sur Burp qui est assez chiant
il faut passer en HTTP1, il faut enlever l'update content length. Normalement, Oh, C'est bien salaud, j'ai ça, les pas petits rajouté. checks. Parce que des fois, juste on oublie un détail, on n'a pas oublié de check la content length ou des choses comme ça. Tout à Et fait, tu vas juste taper dans le vide pendant 2 heures et jouer. exactement. Mm, mm. Ouais, non, non, pour le coup, carrément. Et ouais, vraiment le request smuggling, au début, je comprenais rien. Heureusement que j'ai pris du temps pour le comprendre parce que je suis tombé dessus pendant l'examen. Et quand tu tombes dessus, quand tu vois que c'est ça, t'es un peu comme un con. T'es en mode, ah, je sais que je vais galérer. Yep. On en est où de ta maxi roadmap là? Parce qu'on a fait la partie comment trier, on a fait la partie différents types de failles, on a fait la partie organisation. Enfin, ouais, c'est quoi la suite? What's next? Tout à fait. Là, normalement, on a déjà parlé, donc on a fait le tour de tous les process que j'ai pu mettre en place. J'en ai peut-être oublié un ou deux. Tu voulais peut-être que je parle de mon organisation perso, ce que j'ai. Ouais, moi, ton organisation perso, mode de vie et biohacking, c'est là où on fait un peu le point. Et la partie... globalement, on a fait un concours un concours extrêmement mature de qui c'est qui a la plus grande liste d'événements enregistrés dans son Google Calendar pour montrer qu'il est très occupé. Et j'ai perdu. Alors que je suis en vie pro et que t'es étudiant. Bon, ok, c'est vrai que c'était chargé des études. Mais globalement, il m'a montré un peu la manière dont il organise une journée, une semaine pour jouer sur tous les tableaux, tous les facteurs en même temps. Et je me suis dit, mais ok, ça, si on peut... C'est pas spé informatique, mais il faut en parler, c'est trop beau aussi.